C'est le retour de la violence dans la bande de Gaza et une trêve qui a volé en éclats après la mort de 29 Palestiniens, dont 6 enfants. L'escalade continue entre Israël et le djihad islamique. Pour en parler, on reçoit Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités, président de l'IREMO, Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Paul Chagnolot et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. La trêve donc prévue hier pour 20h30 heure française n'aura finalement pas duré très longtemps. Seulement 3 minutes après son entrée en vigueur, l'armée israélienne a déclaré lancer un nouveau raid contre Gaza en réponse à des roquettes tirées sur le territoire israélien. Déjà, il fallait s'y attendre à une trêve aussi précaire, difficile, Jean-Paul Chagnolot. Vous savez, on peut jamais vraiment prédire ce qui peut se passer dans ces moments où finalement personne ne contrôle tout à fait la situation. Par contre, on pouvait s'attendre à ce type d'affrontement, et il y en aura d'autres, parce qu'il y aura forcément bientôt ou dans quelques jours la fin de cet affrontement, et rien ne sera réglé et d'autres viendront. Je veux dire par là que ce qui est fondamental, c'est que ce type d'affrontement nous rappelle quelque chose qu'on oublie. Évidemment, c'est-à-dire qu'il y a un conflit entre Israël et les Palestiniens, et surtout qu'il y a une occupation de territoire en Cisjordanie, et Gaza n'est pas occupé au sens strict du terme, mais était complètement sous blocus. Donc c'est ça les racines. Donc ces racines, elles provoquent à échéance régulière des affrontements dont les configurations peuvent varier, mais dont les schémas sont à peu près toujours les mêmes. On va revenir sur la question de ces racines, bien entendu, mais pour ce qui est de cette confrontation-là qu'on connaît là depuis ce week-end entre Israël et Gaza, c'est la pire guerre depuis mai 2021. C'est quoi l'origine ici de ce regain de tension, très particulièrement sur ce moment-là ? Il faut reprendre ce que je viens de dire avec l'occupation, puisque c'est parti, vous savez, de Jénine. Jénine, c'est au nord de la Cisjordanie, et les Israéliens ont allé chercher et arrêter Bassam al-Saadi. Bassam al-Saadi, c'est un des membres importants du djihad dans la Cisjordanie. Et donc, il y a eu à ce moment-là une tension avec le djihad qui a donc envoyé quelques roquettes. Bref, il y a eu un enclenchement de représailles, un cycle de représailles à partir de ce fait concret de l'arrestation d'un leader. Et les Israéliens s'attendaient à ça, évidemment, puisqu'ils ont même parlé d'une opération préventive les concernant. Et si vous voulez bien vous souvenir, il y a quelques semaines, il y a eu l'assassinat d'une journaliste, Abou Akleh, qui était aussi à Jénine. C'est-à-dire que nous sommes à Jénine dans une zone particulièrement tendue. C'est tendu plus ou moins partout dans le territoire, mais Jénine tout particulièrement. Donc c'est ce qui se passe en termes d'occupation. Là, il y a des résistants. Alors évidemment, les résistants, les Israéliens les appellent des terroristes, mais ils résistent à l'occupation sous une forme ou sous une autre. Vous parlez d'occupation, c'est un mot fort quand même. Ici. Comment c'est un mot fort ? Là, en l'occurrence, on peut comprendre d'une certaine façon, quand on parle de frappe préventive, c'est pour essayer de comprendre aussi la logique israélienne, justement, là-dessus, Jean-Paul Chagnolot. Attendez, quand vous ditt occupation est un mot fort, mais la réalité de la Cisjordanie, c'est une occupation militaire. C'est un territoire occupé. C'est ce qu'on appelle en droit international, Israël est une puissance occupante. Et ça dure depuis des décennies. Donc ça, c'est pas du tout un mot fort, c'est juste une description de la réalité que vous retrouvez dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité. C'est la réalité concrète. Et il y a une occupation militaire depuis des décennies. Voilà la réalité. Par conséquent, les Palestiniens n'en veulent pas. Et évidemment, il y a des moments de résistance qui conduisent à des actions de violence. Puisqu'il y a surtout aussi, il faut le rajouter, aucune espèce de perspective politique. L'idée d'un État palestinien indépendant à côté de l'État d'Israël, c'est une idée qui est aujourd'hui un peu oubliée, alors que c'est au cœur du droit international. Donc l'occupation n'est pas un mot fort, c'est une réalité concrète que vivent les gens. Ça veut dire très concrètement que les Palestiniens en Cisjordanie ne peuvent rien faire. Ils n'ont aucune liberté en quoi que ce soit, et à Gaza encore moins, puisqu'ils sont complètement sous blocus. Donc c'est ça le fond de l'affaire. À partir de là, il y a des éruptions de violence qui sont complètement compréhensibles. Jean-Paul Chagnolot, pour nos auditeurs de Sud Radio qui vous écoutent là actuellement, que peut-on dire de ce djihad islamique palestinien ? C'est quoi son histoire et quelle importance a cette organisation aujourd'hui ? Écoutez, c'est une organisation qui est née à la fin des années 80 et ça vient en fait d'une situation très particulière. C'était que jusqu'en 1986, les frères musulmans, qui étaient implantés en Palestine comme partout dans le monde arabe, ne voulaient pas se battre contre l'occupation qui existait déjà à l'époque, et une petite fraction de ces frères musulmans était en désaccord avec cette ligne officielle et au contraire voulait engager la lutte contre Israël. Et c'est à partir de là que le djihad a été créé. Et du coup,
coup, les frères musulmans ont dû, à leur tour, changer leur fusil d'épaule, si j'ose dire, et le Hamas a été créé dans cette même perspective. C'est-à-dire que le Hamas, au fond, était une réaction à la création des djihad islamistes. En d'autres termes, le djihad est en quelque sorte l'aiguillon assez minoritaire. C'est un groupuscule peut-être de quelques centaines de personnes, peut-être quelques milliers, mais pas plus que ça. Alors que le Hamas est une organisation puissante qui est enracinée et qui a même gagné les dernières élections législatives en Palestine. Par conséquent, c'est ce groupe qui est assez incontrôlable et assez radical, bien entendu, dans sa volonté de résister, je répète, à l'occupation, qui n'est pas un gros mot, qui est juste une description de la réalité. Mais alors du coup, vous parliez du Hamas, quel est justement le lien entre, d'un côté, le djihad islamique et de l'autre, le Hamas? C'est-à-dire que le djihad islamique, si je vous entends bien, crée de la surenchère par rapport au Hamas aujourd'hui, c'est ça? Alors, surenchère, je ne sais pas, mais enfin oui, ce sont des groupes qui n'ont pas cette implantation, par exemple, qui n'ont pas d'activité dans le domaine social, dans le domaine politique au sens institutionnel du terme. Ils contrôlent rien au sens institutionnel, alors que le Hamas contrôle, il a tout un système, une sorte de quasi-État, le Hamas, à Gaza. Alors que le djihad est un groupe qui n'a pas tout ça, qui ne cherche pas d'ailleurs à avoir tout cela, mais qui prône une résistance acharnée contre Israël par tous les moyens, y compris armés, bien entendu. D'où ça. Et le Hamas essaie de contrôler le djihad. Là, il n'y est pas parvenu, manifestement, parce que je crois que le Hamas, en tout cas, dans cette phase-là, ne souhaitait pas du tout une nouvelle confrontation avec Israël. Et d'ailleurs, Israël a joué sur ce terrain. Dans cette affaire de trêve, il comptait bien sur le fait que le Hamas essaierait de calmer le jeu, si je puis dire. On a aussi, dans cette confrontation-là, mais comme souvent entre Israël et puis Gaza, c'est le rôle aussi des puissances étrangères. L'Égypte qui calme le jeu, qui tente de négocier justement, comme ça a été le cas encore une fois, là justement des trêves. Et puis de l'autre côté, on a le rôle aussi de l'Iran, peut-être à l'inverse, qui attise un petit peu ces tensions. Finalement, elles sont à prendre en compte, ces deux puissances étrangères, clairement. L'Iran n'a pas beaucoup de rôle. C'est vrai que les leaders du djihad ont certainement des liens avec Téhéran, ça c'est clair. Mais bon, il y en avait un qui était sur place a priori de ce que. Oui, c'est ça. Donc il y a des liens, mais si vous voulez, c'est très marginal, par exemple, par rapport aux liens qu'on peut penser entre le Hezbollah et puis l'Iran. Vous voyez, on est à des échelles complètement différentes. Par contre, le rôle de l'Égypte, oui, c'est tout à fait essentiel. L'Égypte a la confiance des uns et des autres, la confiance en termes politiques. Il faut toujours avoir beaucoup de mesures quand on utilise ce terme. En tout cas, des liens et des moyens pour essayer de jouer les arbitres. Et c'est ce qu'il fait. L'Égypte l'a fait aussitôt. Les services spéciaux égyptiens sont toujours à la manœuvre. Et en général, ils réussissent à calmer le jeu. Parce qu'à un moment donné, c'est l'intérêt de tout le monde. Il ne faut pas oublier non plus qu'en Israël, il y a des élections pour la 5e fois en 4 ans. Et donc là, nous sommes aussi dans un jeu de pouvoir. C'est-à-dire que le Premier ministre, il faut qu'il calcule de très près ce qu'il doit faire, parce qu'il faut qu'il se montre assez ferme, évidemment, mais en même temps, s'il n'a pas quelques succès concrets, eh bien, ou s'il va trop loin, eh bien, à ce moment-là, il risque de perdre les élections qui ont lieu dans quelques semaines. Donc ça aussi, ça joue beaucoup dans cette configuration-là. Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous.